Je suis Olivier Rey, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, plutôt spécialisé en temps ordinaire sur les questions d'enseignement supérieur, de formation et de vie étudiante. Mais comme tout inspecteur général de l'éducation, je suis amené aussi à m'intéresser à d'autres problématiques en fonction des missions qui nous sont confiées. Alors, plus précisément, effectivement, nous avons mené cette étude sur l'année 2022-2023, qui était en fait une mission demandée par quatre départements ministériels sur l'éducation et l'alimentation. La mission a rendu un rapport en septembre 2023, mais qui n'a pas été rendu public, car c'est un peu la règle au niveau des inspections de l'État. Nous avons un rôle d'éclairer la décision publique en faisant un certain nombre de missions demandées par nos ministères, qui ensuite lisent nos rapports et décident de les rendre publics ou non. Dans ce cadre-là, d'un rapport rédigé par quatre euh, inspections générales, dans une configuration institutionnelle relativement mouvante ces derniers mois, à un moment donné, il a été jugé que voilà, la publication de ce rapport n'était pas nécessaire. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Le rapport avait été rédigé par Éric Bardon, qui à l'époque était membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, Marie Fourcade, qui était membre de l'inspection générale des affaires sociales, Marilyn Laplace, de l'inspection générale des affaires culturelles, et moi-même. Sachant que également le ministère en charge de la transition écologique était impliqué, mais avait délégué cette représentation aux collègues de l'agriculture pour des raisons d'agenda. Cette étude, c'était effectivement d'envisager dans l'ensemble des dimensions de la société quels pouvaient être comment dire, hein, les intérêts et les moyens d'une éducation à l'alimentation qui prennent en compte les objectifs qu'il nous semblait que la société devait se donner en la matière dans notre période. Et pour être franc, l'idée, c'était de dire, on connaissait déjà en matière d'alimentation comme je dirais, des facteurs de développement interne qui étaient la question des prix de l'alimentation, je ne reviens pas dessus, la question de la santé qui avait été un des orientations principales, je dirais, des campagnes d'éducation à l'alimentation depuis plusieurs années, la question de la santé, qui est toujours très présente avec un énorme problème d'obésité qui grandit en France et dans tous les pays de la planète, mais notamment les pays industrialisés pour ce qui nous concerne. Une obésité grandissante dans la population et particulièrement dans les jeunes générations. Donc, c'était une préoccupation qui est centrale depuis plusieurs années, mais qui reste toujours d'actualité. Et à ces deux préoccupations traditionnelles, donc le prix, c'est-à-dire nourrir tout le monde de façon correcte, et on a vu durant la crise sanitaire que ce n'était pas toujours quelque chose d'évident, même dans des pays comme le nôtre, et à la santé, s'est rajouté depuis ces dernières années la question qu'on va appeler du développement durable, de la transition écologique, c'est-à-dire le fait de non seulement se nourrir bien pour être en bonne santé, mais également se nourrir dans des conditions qui assurent le développement durable, la biodiversité, des conditions de vie correctes pour aujourd'hui et pour demain. Et donc, ce sont ces trois éléments que nous avons essayé de prendre en compte en allant faire des enquêtes dans un certain nombre de régions de France. Nous sommes allés dans le Nord-Pas-de-Calais, vers la Grande-Sainte, nous sommes allés dans le Grand Est, nous sommes allés en Occitanie, plus particulièrement vers Montpellier. Nous avons rencontré de nombreux acteurs, nous vous avons rencontré à un moment donné, et c'est à partir de là que nous avons, je dirais, écrit nos réflexions et nos recommandations. Plus prégnant que les autres, je ne dirais pas. Je dirais que la question de la transition écologique, comme c'est quelque part le dernier sujet qui est arrivé à l'agenda et qui était celui qui était traditionnellement moins traité, a retenu toute notre attention. Mais je pense que les trois aspects sont étroitement liés. Sont étroitement liés, y compris parce que, prenons un aspect, par exemple, comme la question du prix des aliments. On sait bien qu'il y a des populations qui s'alimentent moins bien et qui ont plus de difficultés à trouver l'alimentation dont ils ont besoin pour des questions sociales et financières. Donc, la partie de la population qui vit dans les conditions de pauvreté ou de difficultés sociales. Il se trouve que cette population est aussi celle qui, justement,
je dirais, souffre le plus de carences de santé, notamment par exemple en matière d'obésité liée à l'alimentation, et c'est aussi celle qui a recours le plus à des produits à faible valeur environnementale. Donc, vous voyez, ça montre bien que Ouais. ces trois questions sont liées. Et pour nous, la question de l'éducation alimentaire fait un peu le lien, parce que s'alimenter mieux, même dans des milieux populaires, ça veut dire d'abord mieux connaître les aliments, pouvoir se les procurer dans de bonnes conditions financières, d'accessibilité, de proximité, etc. Et puis savoir les cuisiner. Parce Oui. que, je dirais sous forme de boutade, il ne suffit pas simplement de dire à des gens qu'il faut manger des brocolis ou de les convaincre de manger des brocolis, il faut encore qu'on puisse s'acheter ces brocolis et qu'on sache les cuisiner. Et de ce point de vue-là, nous avons consulté des chercheurs, nous avons consulté alors des chercheurs qui étaient très liés aux questions de diététique, mais aussi en sociologie, autour d'organismes comme l'INRAE ou d'autres organismes, et qui ont bien montré à travers des études, des enquêtes de terrain et des enquêtes aussi bien quantitatives que qualitatives, que de ce point de vue-là, le rapport à l'alimentation, parce que c'est un rapport social, économique, mais c'est un rapport aussi culturel, c'est un rapport parfois même historique, voire religieux, etc., embarque un certain nombre de variables qu'il nous faut prendre en compte pour comprendre pourquoi on consomme tel ou tel aliment, pourquoi on ne le consomme pas, et que ce n'est pas simplement une question de mise à disposition, je dirais, technique ou pratique des aliments. Je vais vous prendre deux exemples qui m'avaient frappé. Moi, j'ai découvert personnellement, et ces questions-là étaient connues par des chercheurs qui nous en ont fait part, qu'il y a un certain nombre de foyers dans lesquels on n'a plus l'habitude de cuisiner, soit parce que pour des raisons financières, on n'a pas les instruments pour cuisiner, par exemple, présence d'un four. Parfois, il n'y a qu'un four à micro-ondes, il n'y a pas d'autres éléments pour préparer de la nourriture. Donc, on est habitué à réchauffer, à consommer des aliments déjà prêts de basse qualité, mais on a perdu le fait de la faire à la cuisine. Donc ça, c'est un élément très matériel, mais qui, je pense, est important. Et puis également, il y a beaucoup de partie de la population, et pas forcément uniquement dans les plus défavorisés, qui ne connaissent plus un certain nombre d'aliments, qui sont habitués à manger des aliments préparés. Et si vous leur mettez si vous leur présentez, par exemple, un certain nombre de courges, potirons, potimarrons, etc., ils ne savent pas les distinguer, ils ne savent pas les identifier, et encore moins les cuisiner, parce qu'ils ne les connaissent que sous forme de préparation déjà faite. Alors, je ne peux pas vous présenter les recommandations de cette étude, hein, qui ne sont pas publiques par Bien définition, sûr. mais par contre, il y a des choses qui ont émergé parmi les interlocuteurs qu'on a rencontrés, qui sont assez consensuelles, qui n'engagent pas forcément, de ce point de vue-là, des arbitrages de politique publique, mais qui montrent que sensibiliser des publics à leur alimentation et donc faire de l'éducation alimentaire, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, heu, indique bien évidemment, je dirais un discours, des normes, des représentations, mais indique surtout une pratique. Ça, c'est, je crois, quelque chose de très important, qui est quelque chose que l'on retrouve dans d'autres politiques de santé publique d'ailleurs, qui est que le discours, qu'il soit normatif, culpabilisant, incitatif, et cetera, ne suffit pas. Il touche une partie de la population, notamment ce qu'on appelle, couramment dans notre jargon les catégories sociales populaires, les catégories socio-professionnelles les plus élevées, les CSP+, comme l'on dit, mais qui ne touchent pas forcément d'autres types de populations et qui sont celles qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, par exemple, je vais prendre un exemple très simple, le Nutri-Score. Le Nutri-Score, qui est quelque chose qui est très intéressant, qui est très important, est beaucoup plus approprié par certaines catégories de la population que par d'autres, avec les Oui. catégories A, B, C, D, E, enfin, étant donné votre public, j'imagine que vous connaissez cela mieux que moi. Euh, donc, de ce point de vue-là, ce qui est important, c'est pas uniquement d'avoir des messages, et on l'a vu dans notre campagne de santé publique, sur l'alcool, le tabac, etc., mais c'est aussi de faire avec les populations considérées. Donc, dans notre cas, je dirais, pour résumer de façon simple, c'est pas simplement de parler d'alimentation, c'est de cuisiner, de faire la cuisine avec. Donc, de trouver des lieux, des opportunités et des moments pour avoir bien évidemment un discours réflexif sur l'alimentation, sur la cuisine, sur les plats que l'on prépare, mais c'est aussi d'avoir des actions concrètes pour montrer comment s'incarne, se concrétise
ces discours généraux qu'on peut avoir sur l'alimentation. Donc ça veut dire quelque part toucher, des aliments, les préparer, rencontrer ou voir, les producteurs, voir la façon dont se fabriquent, se produisent ces aliments, donc y compris comment ils peuvent à un moment donné pousser dans les champs, comment ils se présentent, à différents stades de leur développement, y compris comprendre comment ces aliments circulent, se commercialisent, où ils sont produits, qui c'est qui les produit, comment ils arrivent, dans votre magasin, dans votre assiette, y compris comprendre l'environnement alimentaire dans lequel on peut évoluer. Je citerai cet exemple puisque j'étais allé les voir et que c'est dans mon domaine particulier de l'éducation scolaire, une association à Lyon qui, organise par exemple toute une séquence pédagogique avec des élèves dans le cadre de la scolarité sur leur environnement alimentaire où ils vont se promener matériellement dans leur quartier avec des consignes préparées en classe, hein, pour repérer quels sont, les lieux où il y a de l'alimentation de façon générale. Concrètement, est-ce qu'il y a, des champs? Est-ce qu'il y a des potagers? Est-ce qu'il y a des épiceries? Est-ce qu'il y a des supermarchés, des restaurants, des cantines? Enfin, tous les lieux qui peuvent concerner l'alimentation, d'essayer de les qualifier, de dire ce que cela évoque, qu'est-ce qui pourrait améliorer et cetera, pour que déjà, les élèves soient sensibilisés à leur environnement alimentaire parce qu'on sait très bien que ça a, un effet, très important sur leur pratique alimentaire, heu, par la suite. Alors nous, au sein de l'éducation nationale, alors il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Vous savez que le ministère, par le biais de la Direction générale des enseignements scolaires, a mis à disposition, depuis plusieurs années à destination des enseignants, tout un ensemble d'outils et de ressources concernant, l'alimentation, qui permettent à tous les enseignants, des professeurs des écoles primaires jusqu'à l'enseignement secondaire, de développer des activités de l'alimentation, non seulement dans toutes leurs disciplines, dans toute la variété de leurs disciplines. Non seulement, durant le temps de la classe, mais dans des temps, extrascolaires ou dans des temps pluridisciplinaires, transdisciplinaires et cetera. Donc des ressources qui sont, je trouve, honnêtement très bien faites, assez riches, existent. Je pense que ce qui est important, c'est ensuite, au niveau des écoles, des établissements scolaires, d'arriver à avoir, on pourrait presque dire une démarche de projet, c'est-à-dire que tous les acteurs qui sont concernés agissent de concert. Je vais vous prendre des exemples, assez concrets. Dans une échelle d'établissement, un enseignant, alors c'est plus facile quand il est professeur des écoles puisque évidemment c'est le même enseignant qui peut décliner ça dans différentes sphères, mais cela existe aussi au collège et au lycée, peut développer des connaissances sur l'alimentation dans le cadre de sa discipline. En géographie, on peut expliquer, comment les aliments, sont produits, se déplacent, sont commercialisés, en sciences de la nature et de la vie, on peut expliquer comment ils sont produits, leur composition, l'effet qu'ils ont dans l'organisme, la digestion et cetera. En histoire, d'où ils viennent. Bon, vous voyez, je développe pas, mais vous imaginez dans chaque discipline. Là où ça devient intéressant, c'est quand, en plus de cette connaissance réflexive qu'on peut avoir et qui est intéressante, s'il y a aussi à des actions autour de l'alimentation dans l'école ou dans l'établissement scolaire. Je pense évidemment à la cantine. La cantine scolaire est un lieu où on peut amener, les élèves, à interagir avec l'alimentation, sur la question du gaspillage alimentaire, sur la question de produits qu'ils ne connaissent pas forcément, sur la question de l'équilibre alimentaire, manger des légumes, des fruits, la question de savoir s'alimenter correctement, ne pas gaspiller, savoir d'où viennent les produits, repérer leur provenance, leur inscription justement dans ou non dans le développement durable, savoir faire du moment d'alimentation un moment de convivialité en groupe, ce qui est important. Ça fait partie des éléments, auxquels on ne pense pas, mais il y a des foyers où on ne mange plus ensemble, ce qui pose des problèmes, au niveau, alimentaire, d'équilibre des repas et cetera. Donc tout ça, c'est important que ça se fasse au niveau de la cantine ou du restaurant scolaire, ce qui veut dire une action avec des collectivités territoriales. Une Tout à fait. action avec les communes, quand il s'agit des écoles primaires, une action avec, les départements et les régions quand il s'agit de l'enseignement secondaire. Et donc, on voit qu'il faut donc du dialogue de ce point de vue-là entre l'éducation, les collectivités territoriales, les personnels
de cantine, ce qui pose des questions qui sont redoutables. Il faut savoir que les personnes chargées des cantines scolaires, parfois sont très impliquées, d'autres fois sont des gens, voilà, qu'on Oui, recrute dans la précarité, par vacation, qui sont pas forcément, formés, qui sont pas très sensibilisés à ces questions. Donc voilà, il y a tout un travail à faire, et avec des questions qui d'accord. se posent aussi qui parfois qui sont redoutables. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, alors c'est pas directement de l'éducation alimentaire, mais ça y rentre dedans. Par exemple, le fait de vouloir moins recourir, aux portions, en plastique, ou au matériel jetable, dans les cantines implique, par exemple, de recourir à des contenants qui soient réutilisables, par exemple des contenants en acier. Mais ça veut dire que non seulement il y a de l'investissement à faire pour la collectivité territoriale dans le matériel, mais aussi que ça indique pour les personnels qu'on a parfois des choses plus lourdes à Oui. transporter. Mmh. Donc voilà, je ne Mmh. détaille pas, mais vous voyez toutes les implications que ça a. Donc, nécessité d'un travail en commun. Mais donc, travail entre ce qui est fait dans les cours, ce qui peut être fait à la cantine scolaire, ce qui peut être fait ailleurs. C'est l'exemple des potagers qu'on peut développer dans le cadre, des écoles. C'est le cas aussi de visites que l'on peut organiser, dans le cadre du collège ou le lycée. C'est le cas de ce qui peut être développé, par les élèves eux-mêmes, dans le cadre des conseils de vie lycéenne, dans le cadre des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté, où il peut être retenu que l'alimentation peut être un projet pour l'année, où on fait un certain nombre de campagnes auprès, des jeunes, des élèves, dans l'établissement, où on développe des animations, où on peut faire des voyages, on peut faire un certain nombre de choses sur tous ces sujets. Enfin, je ne développe pas plus parce que je vais être trop lent, mais l'idée qu'il faut retenir, c'est vraiment cette idée de développer des synergies, de ce point de vue-là, entre les D'accord. différents types, d'acteurs qui interviennent ou qui peuvent intervenir à l'école. Je pourrais évidemment intégrer à cette question-là celle des parents. L'école est un Et vecteur pour discuter de son alimentation en famille avec les parents. Ah bah, ça, écoutez, ça ne relève pas de ma de ma compétence, ça relève des compétences des ministres. Je ne répondrai pas directement à cette question à laquelle je ne peux pas répondre. Moi, je ferai bien juste 2 sûr. remarques. Premièrement, moi, j'ai trouvé très important pour créer ces synergies dont je viens de parler. Si j'ai cité à dessein les collectivités territoriales, c'est que je pense qu'en matière d'éducation à l'alimentation, il y a des impulsions nationales, des cadres nationaux qui doivent être fixés, mais que les initiatives viennent beaucoup de l'échelle locale, qui doivent être adaptées au territoire. On sait qu'en alimentation, le territoire est important. Si on parle Heu en Jura, on ne pourra pas, comment dire? Faire l'impasse, par exemple, sur la production du comté pour sensibiliser, les enfants, et que ça sera différent, avec, l'endive dans le Nord-Pas-de-Calais et cetera. Vous pouvez le décliner. Bon, vous comprenez bien que tout ça, ça dépend beaucoup des inscriptions territoriales. Je crois qu'il y a des instruments d'action publique, par exemple, des plans d'action territoriaux qui sont des cadres souvent plus adaptés pour parler de ces questions-là qu'uniquement que chaque ministère reste, dans son couloir, de façon verticale. Il y a nécessité, et c'est pour ça que notre mission aussi est interministérielle, que des gens des univers différents se rejoignent, convergent et se parlent autour de cette question de l'éducation à l'alimentation qui est nécessairement transverse. Tout ça pour vous dire que vous me parlez de ministre, je vous réponds territoire. Non pas que c'est opposé, mais que je pense qu'à un moment donné, il y a des choses qui peuvent se faire au niveau territorial, qui ont besoin d'une impulsion et d'un cadre national, mais qui, ne se déploient réellement, et de façon la plus efficace qu'au niveau territorial. Et que donc c'est D'accord. moins tous au même pas que dans la diversité des initiatives, et on en a constaté de nombreuses, que peuvent réellement, se concevoir et se mettre en place, des actions très efficaces, qui prennent en compte les territoires, qui prennent la particularité des populations, qui prennent en compte les moyens que l'on a. Ça ne dépend pas de moi, je ne peux pas vous dire. Après, je dirais que, notre rapport, dont je pense, beaucoup de bien, mais néanmoins ne fait que, je dirais, synthétiser, et essayer de mettre en musique des témoignages, des expériences, des réflexions que l'on a trouvées, un peu de partout et qui existent de toute façon au-delà de ce rapport.
Donc, Et de ce à point de qui? vue-là, il n'est pas perdu. Vous savez, la question des rapports, même qui ne sont pas publiés, c'est qu'ils lisent un certain nombre de choses dont ensuite les départements ministériels, les responsables dans les administrations centrales, dans les cabinets, à un moment donné, peuvent les consulter parce qu'ils ne disparaissent pas, Oui, peuvent les lire et s'en oui. inspirer, même s'ils ne sont pas cités. Ce n'est pas, à la limite, ce n'est pas très très grave. L'important, c'est qu'il y ait eu une réflexion, une idée qui, à un moment donné, fait son chemin et réutilisée, etc. Même si, à un moment donné, le rapport n'est pas publié parce que c'est pas un problème d'agenda, parce que parfois il y a des arbitrages qu'on ne peut pas faire tout de suite, etc. Ce que je n'ai pas dit, que je veux bien, j'ai une idée qui me vient à la tête, enfin c'est quelque chose qui me, qui me semble important de souligner, c'est que ce que nous avons rencontré dans nos enquêtes en France n'est pas purement français. On a vraiment des questions. Alors, il y avait fait allusion sur l'obésité, on a vu que c'était partout dans le monde, et partout dans le monde, on se préoccupe d'éducation alimentaire. Même si on n'y donne pas toujours la même place, mais partout dans le monde, on se préoccupe d'éducation alimentaire. Par exemple, dans les pays asiatiques, c'est même une vraie priorité de l'action publique puisque il y a des subventions importantes qui sont données pour faire des cours d'éducation alimentaire dans les écoles. Il y a des temps spécifiques qui sont prévus. Je pense notamment en Corée du Sud, au Japon. Ce sont des piliers, je dirais, de la société parce qu'ils ont totalement assumé que l'alimentation, ce n'est pas simplement un problème technique à régler, mais c'est, je dirais, un pilier culturel du vivre ensemble. Et donc, Mhm. ça embarque des valeurs qui sont quasiment des valeurs d'identité nationale. Alors ça, c'est le côté extrême, mais je crois que cette question-là, quand même, est en jeu partout. Elle est en jeu partout. Tout à l'heure, je faisais une allusion. Si aux États-Unis, le problème de l'obésité est si important, c'est aussi parce qu'on ne mange plus ensemble. Alors, il y a des problèmes liés à l'industrie, etc. Mais je l'avais mal vu avant, mais je n'avais pas réalisé comme le fait de prendre un repas ensemble en famille est quelque chose d'important pour assurer un certain équilibre alimentaire. Et quand ça n'existe plus, ça favorise des pratiques qui sont assez défavorables pour la santé et pour plein d'autres aspects, y compris des aspects socio-psychologiques, émotifs, etc. Manger ensemble, ce n'est pas simplement consommer des aliments, c'est aussi des éléments de socialisation qui sont importants. Et c'est pour ça que je dirais même aller plus loin, tout élément d'intervention d'éducation à l'alimentation, notamment en matière de politique publique, c'est pour ça que je reboucle avec la réflexion que j'avais sur, par exemple, le Nutri-Score ou d'autres aspects, ne peut pas être uniquement dans le discours injonctif, normatif. Il faut que quelque part, ça s'intègre dans des pratiques culturelles et sociales pour être appropriées. Autrement, je vais vous prendre deux exemples qui sont importants. On sait qu'aujourd'hui, pour des questions de transition écologique, il est important de baisser la part de consommation de bœuf, de viande en général, mais de bœuf en particulier, et de promouvoir, par exemple, la consommation des légumineuses pour assurer l'équivalent en protéines. Bon, euh, c'est clair que cela ne peut pas passer uniquement par un discours qui en plus est mal compris parce que très rapidement il est retraduit par il faut manger moins de viande qui vient de nos belles vaches françaises, alors que vu notre consommation, il y a largement de quoi pour l'instant permettre puisqu'on en importe. Donc on voit bien que c'est pas un problème de surproduction par rapport à la consommation. Mais aussi que parfois, il y a des mauvaises compréhensions. C'est-à-dire que il y a toute une partie de familles en France, on a vu notamment de familles populaires, qui estiment que s'il n'y a pas de viande dans une journée ou dans un repas, quelque part, on ne va pas être nourri correctement. Donc, c'est pas la peine de tout de suite dire il faut promouvoir des repas végétariens si ce n'est pas compris par les familles. Donc, il faut travailler sur expliquer en quoi il y a des protéines dans plusieurs aliments, que ça peut être bien, comprendre que ce n'est pas comment dire quelque chose de normatif sur c'est mal de manger, etc. Même si après il y a des gens qui peuvent avoir des convictions personnelles là-dessus, mais que surtout c'est un problème d'équilibre global, que voilà, tout ça s'intègre dans des modèles culturels qu'il faut travailler. Ça peut pas être Très, très uniquement des messages, intéressant. ça peut pas être uniquement des messages sanitaires
pour être Mmh. clair.